Jean Leclerc et Frédéric Piffer vous proposent Histoire vivante. Ses vraies racines, c'était Knoxville, Tennessee. Je crois que c'est un homme qui s'est posé la question que se pose tout homme qui a à rendre compte d'un autre. Qu'est-ce qu'est la réalité ? Cette semaine, Chacun d'entre nous a son propre appât. bonne ou mauvaise conseillère, Ils souffrent littéralement avec l'autre, ils voient par leurs yeux. des métayers et du cinéma, Il va écrire un livre unique, chaotique. une Amérique Ça m'est égal de savoir si elles sont devenues riches grâce à nous. en colère. C'est égal, parce qu'ils ont écrit la vérité. Il suffisait qu'il parle un petit peu et les gens l'avaient déjà adopté. Il avait le sentiment que leur intimité était peut-être l'un des rares biens que ces personnes possédaient. Dans chaque existence, il y a de l'unique et de l'universel. Il ne pouvait pas se limiter. Il était océanique. Il y a ceux qui, comme Edgy, et ils sont très rares, c'est la famille de Rimbaud. Aimer son père quand il lève le couteau, quand il offre l'enfant en holocauste, quand il l'offre au diable. Programme abrahamique. Programme poétique. Aimer, c'est rêver, c'est le programme cinéma. Oublie ça, tu es fichu. Et Bazin ne te sert plus à rien, Danet non plus. Rêver dans le noir, c'est le programme de Méliès, de Lumière, de Tourneur. Liliane Guiche en icône, Mitchum en pré-James Mason. Rêver dans le noir, un autre mot pour cinéma entre guillemets. Mais tu oublies ça, tu es fichu. Mais pourquoi les guillemets ? 1955, tu connais ? Ouais, Et 1959 ? ouais. Alors ? Alors quoi ? En 1955, Hitchcock déserte le cinéma pour la télévision. En 1959, Hawks déserte le cinéma pour le cinéma filmé avec Rio Bravo. Je comprends pas. Tu as vu Derrière le miroir ? Oui ? Tu connais le titre original ? Non. Bigger than life. Tu sais ce que ça veut dire ? Non. Plus grand que la vie. Et alors ? Et alors chez Nicolas Ray, chez Charles Laughton, chez James Edgy, tout ce qui est plus grand que la vie relève de la vie. La poésie, le réel, tout est plus grand. Et la vie ? Aussi. Et le cinéma ? Aussi. Juste une question. C'est qui Edgy ? Tu as vu African Queen ? Tu as vu La Nuit du Chasseur ? Ouais. C'est Edgy qui a rêvé ces histoires. Ah, je savais pas. Il les a rêvées, il les a écrites. Ouais, je le savais pas. N'oublie pas ce nom. Edgy. A.G. James A.G. ou James Hadji, comme on voudra. Sans doute ce nom ne dira-t-il pas grand-chose à toutes celles et ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'être conseillés ou orientés, ou même encore de ramasser peut-être par hasard dans quelques marchés aux puces ou bouquinistes un ouvrage à part, un ouvrage unique. Louons maintenant les grands hommes, 3 familles de métayers en 1936. Lecture que nous entamerons dès demain. Avant cela, intéressons-nous aux auteurs, non pas à l'auteur seul, mais aux auteurs, car ils sont 2. James Edgy, lui, va s'occuper d'écrire. Walker Evans, c'est le nom du second, de photographier. Pour découvrir le travail de ces 2 hommes, nous passerons par des articles qui leur ont été consacrés, en commençant par celui signé Pascal Casanova, mais avant d'en prendre connaissance, un détour, celui d'un hommage rendu en 2018 à Pascal Casanova, hommage paru dans L'Orient le jour en octobre 2018, signé par son amie la romancière et essayiste libanaise Dominique Hédé. Pascal Casanova est morte le samedi 29 septembre au matin, à l'âge de 59 ans. Elle était atteinte depuis 8 ans d'une effrayante maladie neurologique. D'abord privée de son équilibre, elle a ensuite perdu, l'une après l'autre, ses fonctions motrices, sa capacité de parler. Elle a lu, écrit jusqu'au bout de ses forces, avec une dignité et un courage inouïs. Auteure de plusieurs ouvrages de critique littéraire, dont un formidable Kafka en colère, elle a travaillé dans le sillage de Pierre Bourdieu avec un faible pour les faibles,
les borderline, les génies. Publié en 1999 et traduit dans une dizaine de langues, La République mondiale des lettres a marqué le champ des études littéraires en montrant à quel point la puissante fabrique de l'universel littéraire laissait à la marge des littératures révoltées, solitaires, démunies de visibilité et de pouvoir. Une entreprise qui n'était pas sans rappeler la démarche d'Édouard Saïd au sujet de l'orientalisme. Elle a mené successivement, durant 20 ans, 2 émissions de très grande qualité à France Culture. Les Mardis de France Culture et l'Atelier littéraire. Lorsqu'elle en fut remerciée en 2010, de nombreux écrivains et traducteurs signèrent ensemble une lettre qui résumait bien la spécificité intellectuelle de Pascal et son degré d'exigence. Réunissant des écrivains, des critiques, des universitaires, des éditeurs, des libraires et des traducteurs, d'émission en émission, Pascal Casanova donnait à entendre une parole critique libre, un ton ou une inflexion de voix juste, pour reprendre le mot de Julien Gracq. Nous sommes nombreux, assurément, à regretter cette disparition et à saluer la justesse, l'intensité et l'attention de cette voix. Elle va nous manquer. À cette disparition s'ajoute à présent celle sans appel de sa présence physique. Quand je l'ai connue, elle avait les couleurs et les traits d'Ingrid Bergman, un regard très direct, un sourire ironique en public, teinté de mélancolie en privé, et une manière bien à elle de railler les pouvoirs, de mettre sa pugnacité au service des minoritaires, des dominés. Venons-en à l'article écrit en 2004 par Pascal Casanova qu'elle consacre à l'un des 2 auteurs de Louons maintenant les grands hommes, James Hadji. C'est celui qui écrit. Un article qu'elle intitule « Les choses de James Hadji » et dont je vous propose ici d'en commencer la lecture. Pour qui refuse de choisir entre objectivité et subjectivité, photographie et écriture, art et sciences, ethnographie et journalisme, reportage et philosophie, réel et fiction, description de ce qui est et désir d'autre chose, Louons maintenant les grands hommes de James Hadji est un manifeste en actes. Là, dans la petite poussière frileuse qui vivote sous les porches, clous rouillés, courbés, fourbus, un bouton en os, ses 2 yeux déchirés à n'en plus faire qu'un, l'envers percé d'un réveil matin, gluant sous le doigt, un morceau déchiré de tissu avec un motif de couleur, la carcasse aplatie, évidée d'un fusil de chasse, le métal verdi, les lettres de l'estampille visibles encore, l'œillet d'acier blanc d'une espadrille. Louons maintenant les grands hommes est un livre unique, inclassable, inracontable, insupportable quelquefois. Ni littéraire, ni ethnologique, ni fictif, ni réaliste, ni esthète, ni scientifique. Un des très rares livres qui, à chaque moment, soulève d'émotions sans qu'on comprenne bien pourquoi, sans qu'il soit jamais fait usage des moyens ordinaires du pathos narratif. Je veux dire, qui coupe le souffle, même quand il est trop long ou un peu confus. Un art poétique et politique qui inverse le rapport du sujet et de l'objet de l'écriture. Pour décrire ces famous men, ces grands hommes, James Hadji décide de se soumettre sans réticence à la puissance d'une réalité stupéfiante, c'est-à-dire d'abandonner les outils traditionnels de la description, du réalisme littéraire, pour dire exactement comme ils sont, c'est-à-dire dans l'effrayante pauvreté où ils survivent, dans le sud-est des États-Unis, un groupe d'hommes, de femmes, d'enfants, démunis au-delà de tout ce qui est possible d'imaginer, exténués de fatigue et de faim,
habitant des maisons de bois construites à la hâte, allant pieds nus et vêtus de sacs ou de hardes trouées. En s'appuyant sur la présence et le modèle des photos de Walker Evans, Hadji invente ainsi une forme d'écriture objective. La beauté formelle du livre qui tient à une sorte d'instabilité et d'insatisfaction à travers laquelle Hadji ne cesse de se corriger par ajustements successifs est aussi celle des choses, de toutes les choses infinies et infiniment énumérées, même les cassées, les sales, les jetées, les rouillées, les reléguées, patiemment, indéfiniment nommées et posées longuement les unes à côté des autres. Choses pauvres, de pauvres gens, qui, comme par un échange magique, produisent de la richesse proprement littéraire. C'est par cet échange magique que des gens jusque-là invisibles sont devenus visibles. Avant de pousser plus loin la lecture de cet article, arrêtons-nous un instant sur la vie de Walker Evans, le photographe, avec un autre article, signé celui-ci Anne Bertrand. Walker Evans, la conscience de l'Amérique. Evans naît en 1903 dans une famille aisée du Missouri. Il prend ses premières photographies en 1928, mais sa biographie se confond avec la chronologie des projets auxquels il participe ou qu'il entreprend. Cette chronologie s'articule autour d'une expérience majeure que constitue sa collaboration avec la FSA, Farm Security Administration. C'est un organisme créé par le ministère de l'Agriculture aux États-Unis en 1937, organisme chargé d'aider les fermiers les plus pauvres touchés par la Grande Dépression. Auparavant, Walker Evans a connu une réussite immédiate avec des images du pont de Brooklyn ou encore en pleine révolution cubaine à côté de Ernest Hemingway. En 1933, Walker Evans expose au Musée d'art moderne de New York ses photographies des maisons du XIXe siècle. En 1935, le MoMA commande à Evans une importante série de clichés documentant l'exposition African Negro Art. Commençant à travailler pour la future administration FSA, le photographe lui adresse au printemps un mémo précisant le matériel qu'il veut qu'on lui fournisse et ce qu'il engage à livrer, à savoir un jeu complet de tirages et de notes rédigées. Et il ajoute « Sous aucun prétexte, on ne me demandera de faire plus que prévu. Je ne prendrai aucune photographie qui puisse servir d'argument pour le gouvernement. Il s'agit d'enregistrement pur et non de propagande, pas de politique, quelle qu'elle soit. » Walker Evans reconnaît une influence, celle du photographe français Eugène Hadji, qui, au tournant des 19e et 20e siècles, a entrepris une collection la plus exhaustive de prises de vue de la ville de Paris. Il les a classées en catégories: paysages et documents, environ de Paris, Paris pittoresque, quelques 900 photographies, art dans le vieux Paris, topographie dans le vieux Paris. Entre ici en scène une certaine Bérénice Abbott. Clément Chéroux, commissaire de l'exposition consacrée à Walker Evans en 2017 à Paris, au Centre Pompidou. Bérénice Abbott, qui est revenue de Paris, où elle a été l'assistante de Madré en 1929, avec dans ses bagages le fonds d'atelier d'Eugène Hadji, qu'elle a acheté au décès d'Hadji à sa mort en 1927. Et c'est dans l'atelier de Bérénice Abbott que Evans va découvrir la puissance des photographies d'Eugène Hadji. Quelques comparaisons entre les photographies d'Hadji du vieux Paris, des petits métiers, et les photographies de Walker Evans. Et on peut dire très clairement que Hadji, qui cherchait dans le vieux Paris, dans les petits métiers, a essayé de définir en quoi Paris est parisien. On peut dire que Walker Evans a finalement fait la même chose avec les États-Unis. Il a essayé de définir une sorte d'américanité visuelle et a essayé de montrer en quoi l'Amérique est américaine à travers ses photographies. Concernant le travail de Walker Evans,
Il est question de vernaculaire, terme dont l'usage s'est quelque peu perdu dans le temps. Clément Chéroux. Alors qu'est-ce que c'est que le vernaculaire ? Le vernaculaire, on pourrait remonter à l'étymologie latine, c'est toujours un petit peu pédant de rappeler cette étymologie latine, mais verna en latin c'est l'esclave, donc le vernaculaire c'est ce qui sert, c'est ce qui est utile. Vernaculus dans le droit romain, c'est l'esclave qui, à la différence de l'esclave acheté sur le marché, est né dans la maison, donc le vernaculaire est lié au domestique, à quelque chose qui est typique d'un lieu. Et enfin, dans le droit romain, l'esclave né dans la maison est au bas de la hiérarchie sociale. Donc le vernaculaire, c'est aussi ce qui est bas. Les Américains aiment beaucoup différencier le high et le low. Le vernaculaire, c'est définitivement le low. Le vernaculaire, c'est de l'utilitaire, du domestique, du typique d'un lieu, d'une région, d'un pays, et c'est du populaire. Et c'est exactement ce que photographie Walker Evans, ces petites baraques de bord de route, ici devant une petite maison qui vend des fruits. Il est fasciné par la façon dont dans certaines régions on va faire son étalage, la façon dont on va peindre à la main les enseignes. Ici, un gros poisson a été peint sur une baraque en bois pour montrer qu'il s'agissait de vendre du poisson. Ici, un garage. Evans nous montre comment le garagiste a eu cette idée extrêmement simple de dire qu'il vend des pièces détachées d'auto en les montrant sur sa façade. Alors ça, c'est tout le génie utilitaire américain. Pour faire la publicité ce qu'on te vend, il n'y a rien de plus évident que le mettre en façade. Et en même temps, ça crée une forme de rythme sur cette façade, avec tous ces pneus qui se succèdent, avec cette typographie de l'enseigne de cette petite baraque. On a là quelque chose dont Evans nous dit « Regardez, arrêtez-vous, il y a là une forme de beauté, une forme d'esthétique qui décrit parfaitement ce qu'est l'Amérique. » Ainsi donne-t-il à voir la condition des petits blancs du Sud, celle des Noirs, de rescapés d'une inondation dont il photographie avec éloquence et pudeur, au niveau des jambes ou des mains, tenant chacune verticale une assiette vide. Fou de littérature, Walker Evans invoque Gustave Flaubert. Le fait que l'auteur n'apparaît jamais. L'absence de subjectivité. Cela s'applique littéralement à la façon dont je veux procéder en photographie. Well, it was in time of that war, right after the war. One of the wars was over when they come through here. C'est une femme qui s'appelle Allie Mae Burroughs, qui est la femme d'un métayer d'Alabama. Clément Chéroux. On est pendant l'été 1936, on est en pleine dépression économique qui fait suite au krach boursier de 1929. Ces familles de métayers sont dans le plus grand dénouement. Walker Evans s'échappe pendant quelques semaines de son travail pour la Farm Security Administration, pour le gouvernement, pour le New Deal de Roosevelt, pour aller photographier ces trois familles avec son ami, l'écrivain James Agee. Il va réaliser cette image d'Allie Mae Burroughs de manière extrêmement simple. C'est un portrait frontal. Les yeux regardent l'objectif du photographe. Quand on regarde cette image, on est vraiment dans les yeux dans les yeux avec Allie Mae Burroughs. C'est une jeune femme de 27 ans, mais qui a l'air d'en avoir beaucoup plus. Elle est dans une situation de plus grand dénuement. La famille se bat pour se nourrir, pour survivre. Et Evans produit cette image absolument époustouflante, cette image qui va très vite devenir dans la culture visuelle américaine une icône par laquelle finalement Allie Mae Burroughs va incarner à elle toute seule presque le visage de la Grande Dépression. Walker Evans fait des portraits inoubliables. Un enfant dort sur le plancher, un bout de tissu le protégeant de la chaleur ou des insectes, comme le linceul à mort. Voisine, pieds nus, en guenilles, la jolie Lucille Burrow sous son chapeau de paille, Frank Tingle, engoncé dans sa chemise au col boutonné, Bud Fields, torse nu. Tous les trois appartiennent aux trois familles des métayers, photographiés en 1936. Sur certaines images, seuls ou ensemble, à distance sous le porche de leur maison, ils ont l'air moins misérables, ravagés. La même façon de pencher la tête de côté, de regarder bien en face
sans honte, celui auquel ils ont accordé leur confiance, même les plus petits. Laissons là l'article d'Anne Bertrand, Walker Evans, La conscience de l'Amérique, et tournons-nous vers James Hadji. Qui est-il ? D'où vient-il ? Geneviève Fabre, spécialiste de littérature américaine. Famille qui venait à la fois, comme beaucoup d'Américains, de différentes parties d'Europe, un peu irlandais, un peu germanique, etc., un peu huguenot, un peu épiscopalien. Et il s'est toujours penché sur ses origines. Alors ça a été une curiosité à peu près constante de sa recherche, à la fois dans son écriture et puis dans l'organisation de sa vie affective. Je crois que, si vous voulez, il y a un être affectif très très profond dans Hadji. D'ailleurs, il dit très souvent qu'il a subi son affectivité, car il était très sensible aux sentiments qu'il inspire aux autres, à ses relations d'amitié, et ses relations amoureuses avec les autres. Et il s'est vu comme un être très, très divisé. Cette division, il l'a définie comme étant essentiellement entre deux pôles qu'on pourrait appeler, l'un féminin, l'autre masculin, l'un très religieux, l'autre athée, et en fait, qui se définissait essentiellement par le monde maternel et toute la lignée du côté maternel, et puis son père et les ancêtres de son père. Alors du côté paternel, c'était un monde de paysans, un monde d'Américains qui ont vécu essentiellement dans l'Amérique rurale, avec des qualités de pionniers, bien que certains d'entre eux avaient accédé aux professions libérales. Je crois qu'il y avait des avocats, des instituteurs, etc. dans la famille. Mais le côté qui intéressait Hadji, c'était ce côté paysan. Et son père travaillait dans un bureau de poste. Mais pour lui, son père, c'était un paysan. Et lui-même a toujours considéré que ses vraies racines, c'était Knoxville, Tennessee, c'était les petits fermiers des environs de Knoxville. Il allait souvent voir ses grands-parents paternels qui habitaient une ferme à La Follette, près de Knoxville, et que c'était le hillbilly, c'est-à-dire ces montagnards, des êtres un peu frustres et rudes qui vivaient dans les montagnes du Tennessee. Puis du côté maternel, c'était des gens qui s'étaient installés d'abord dans le Middle West et sont venus plus tard dans le Sud. Sa grand-mère était une des premières femmes à avoir fait des études à l'université de Michigan. Son grand-père était très érudit, très fin. Donc c'était un monde beaucoup plus raffiné, d'universitaires, et il avait aussi beaucoup d'affinités avec ce monde-là, et c'est à son grand-père Tyler qu'il doit probablement son goût pour la lecture, le goût pour les discussions philosophiques, pour des considérations métaphysiques sur bon Dieu existe-t-il ou non. Et ce grand-père-là était athée, alors que sa mère, qui était la fille de ce grand-père, était très profondément religieuse. Et très souvent, il s'est senti comme extrêmement divisé. James Hadji poursuit ses études, collège d'Exeter, puis université d'Harvard. C'est au moment où Hadji se trouve dans cette prestigieuse université qu'éclate la crise aux États-Unis. 1929. Hadji, loin de sa base, loin de ses origines, comme en exil. Geneviève Fabre. Alors là, ça a été la coupure. Et il a vu ce départ vers le nord comme une trahison.
trahison justement de l'héritage paternel. Il s'est beaucoup inquiété, il était très brillant, donc il a été admis très facilement à cette école de Exeter qui est assez un peu angélique, très élitiste, et tous les étudiants, les élèves qui sont allés à Exeter vont presque automatiquement à Harvard. Alors c'était une voie qui était toute tracée un peu devant lui et qui l'inquiétait énormément parce qu'il s'est vu tout d'un coup pris dans un autre monde. C'est très curieux parce qu'Agee se voit comme très passif, enfin se voit parce que je ne sais pas dans quelle mesure, enfin on ne peut pas douter de sa sincérité, mais évidemment c'est un peu l'image qu'il voulait donner de lui-même, comme subissant l'événement beaucoup plus que le dirigeant. Alors ces années Exeter-Harvard sont des années de grand malaise où il n'arrête pas finalement de s'en prendre à l'institution académique, à ce milieu très universitaire. Il se défend bien d'être jamais le bon élève, etc. Il fait tout ce qu'il peut d'ailleurs pour être très indiscipliné. Il passe devant des conseils de discipline plusieurs fois. Il se révolte, il n'observe pas les règlements du collège, il rentre tard, il fait des fugues. Enfin, je crois que ce qui est important aussi, c'est qu'à Exeter et à Harvard commence à apparaître une légende. La légende d'Agee. Il était très beau. Il était toujours habillé avec beaucoup de négligence et il tenait à s'habiller comme un paysan avec des grosses chemises de drap, avoir des manières très frustres. Il était presque impoli. Puis d'un autre côté, c'est un aspect un peu paradoxal, il s'est assez intégré à la vie des deux, enfin du collège et de l'université. Il est devenu un des personnages importants de sa promotion. Il a écrit, alors très tôt, il s'est mis à écrire et il a publié beaucoup de nouvelles et de poèmes. Puis il faisait partie de divers clubs d'animation culturelle, de cinéma bien sûr, puisque le cinéma était très tôt une de ses grandes passions. C'était avec son père d'ailleurs qu'il était allé au cinéma enfant et qu'il avait découvert les films de Chaplin et d'autres. Bon, je crois que c'est important, c'est de voir aussi l'époque à laquelle Agee a commencé le journalisme. Ça a été les années 30 aux États-Unis et c'était une époque particulièrement fascinante. C'était la dépression et puis l'avant-guerre. C'était une époque de radicalisation de la part de la plupart des intellectuels. Donc il s'est trouvé à New York dans un milieu assez radical. Alors ça, pour Agee, c'est vraiment une période qui a été très importante parce qu'elle l'a confronté pour la première fois de façon très flagrante et ouverte à la réalité sociale. Et c'est ce va-et-vient dont je parlais au départ entre le social et l'affectif. Bon, je crois que c'est à ce moment-là que vraiment il s'ébauche et qu'il va devenir très intéressant. Et je crois que l'aboutissement justement de toute cette démarche, c'est Let Us Now Praise Famous Men. Traduction française, Louons maintenant les grands hommes, 3 familles de métayers en 1936. Nous y revenons demain. C'était James Agee, acte 1. Lecture, Pascal Rodecage, Gilles Tessier, Philippe Hérisson. Avec des extraits des émissions L'autre moitié de Philippe Roussin et une biographie d'Olivier Keplin, diffusée sur France Culture dans les Nuits magnétiques en 1979 et 1981. Une réalisation de Jérôme Nussbaum. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la collaboration de Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacher et Jérôme Nussbaum. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, 14h.